Hola, bienvenue sur le cours du digestif. Moi c'est Yael, aka Yalux, et j'espère que votre S1 s'est bien passé, sinon le S2 peut encore vous rattraper. Donc bossez-le bien, surtout la natte. Donc c'est parti. Donc avant de parler vraiment du système digestif, on va essayer de séparer notre tronc en plusieurs parties pour qu'on puisse tous se comprendre et savoir de quelle région on parle en particulier. Donc, on a d'abord un muscle super important, un muscle plat. C'est le diaphragme thoraco-abdominal, c'est celui que je suis en train de vous dessiner avec le pointeur. C'est un muscle qui a une forme assez particulière, c'est une double coupole asymétrique. C'est le muscle de la respiration. En fait, quand vous inspirez, vous sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, c'est votre diaphragme qui descend pour laisser la place aux poumons. Quand vous expirez, vous pouvez plus vous rétracter, c'est votre diaphragme en fait qui remonte et l'air, vos poumons peuvent se rétracter. Donc ce muscle est super important et il va en fait permettre de séparer votre tronc en deux parties. Au-dessus c'est le thorax, au-dessous c'est l'abdomen. Votre diaphragme, il se projette au niveau d'une ligne, c'est la ligne bimamelonnaire, on va revoir les lignes juste après. Il est asymétrique ce diaphragme parce qu'en fait vous avez la coupole droite qui est plus élevée, qui est plus haute que votre coupole gauche. Parce qu'en fait vous avez votre foie qui se dispose là et qui va faire monter cette coupole là. Donc vous retenez que la coupole droite, elle effleure la ligne bimamelonnaire et que votre coupole gauche, elle est de 2 travers de doigts au-dessous. Ça, c'est à bien retenir. Ensuite, donc vous avez des lignes imaginaires cutanées qui vont permettre de séparer votre tronc et votre abdomen en plusieurs cadrans. On a plusieurs lignes imaginaires, donc vous avez premièrement la ligne bimamelonnaire, qui est une ligne horizontale qui passe par les deux mamelons. Comme ceci, c'est la ligne bleue. Ensuite, vous avez la ligne bisous-costale, qui est la ligne verte, et qui va passer, qui est aussi une ligne horizontale, et qui va relier les deux bords costaux. Ensuite, vous avez une autre ligne horizontale qui est la ligne bi-iliaque et qui va passer par les deux épines iliaques antéro-supérieures. Donc ça, c'était pour les lignes horizontales. Ensuite, vous avez des lignes verticales. Vous avez les lignes médioclaviculaires qui se projettent au milieu des clavicules et, bien attention, qui passent en dedans des mamelons. Très important de retenir ça. Ça peut être des pièges QCM. Ensuite, donc, vous avez des cadrans, vous en avez 9. Vous avez l'hypochondre droit, l'épigastre, l'hypochondre gauche, le flanc gauche, la région périombilicale, l'ombilic c'est le nombril. Ensuite, vous avez le flanc droit, vous avez la fosse iliaque droite, l'hypogastre et la fosse iliaque gauche. Ça, il faut simplement retenir le schéma, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ensuite, vous avez des régions. On a la région thoraco-abdominale qui se situe entre la ligne bimamelonnaire et la ligne bisous-costale. On dit région thoraco-abdominale parce que vous allez retrouver aussi bien des viscères thoraciques, c'est-à-dire poumons, cœur, que des viscères abdominaux, donc c'est-à-dire l'estomac, le foie, la rate. Ensuite, vous avez une région abdominale qui se situe entre la ligne bisous-costale et la ligne bi-iliaque. Donc ça, c'est vraiment traditionnellement l'abdomen, où vous allez avoir l'intestin, le côlon. Ensuite, vous avez la région abdominopelvienne, elle est sous la ligne biliaque, et là, vous allez avoir des organes plutôt génitaux qui vont se trouver dans cette région-là. Maintenant qu'on a délimité notre abdomen, on va pouvoir placer les organes un peu clés dans ces cadrans. On a le foie qui va occuper l'hypochondre droit, même si le lobe gauche du foie va un petit peu déborder sur l'épigastre. Ensuite, il faut savoir aussi que le foie, naturellement, enfin physiologiquement, il n'est pas palpable. Si vous pouvez palper le foie, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une pathologie qui s'appelle l'hépatomégalie, c'est-à-dire qu'il est hypertrophié. Parce que normalement, en fait, votre foie, il est caché sous vos côtes. Ensuite, vous avez la rate qui se trouve dans l'hypochondre gauche. Elle, pareil, vous ne pouvez pas la palper physiologiquement. Si vous la palpez, c'est une pathologie et ça s'appelle la splénomégalie. Ensuite, vous avez votre estomac, voilà, qui se situe dans l'épigastre, et puis qui va être suivi par le duodénum.
Ensuite, vous avez l'intestin grêle qui occupe la totalité de la région périombilicale. Il va même déborder un peu parfois sur les flancs gauche et droite. Ensuite, vous avez votre côlon qui se projette vraiment comme un cadre dans votre abdomen et il va occuper les hypochondres et les flancs. Le professeur Baquet nous propose maintenant de nous intéresser à l'embryologie digestive chez un embryon de 5 semaines. Une phrase très importante à retenir qui va suivre, c'est le tube digestif à ce stade est dans un plan sagittal en avant de l'aorte primitive. Vous voyez ici votre aorte primitive en rouge et juste devant vous avez votre tube digestif primitif. Et le tube digestif est bien dans le plan sagittal, on retient bien, c'est très important cette phrase. Ensuite, donc, on va voir l'enchaînement du tube digestif. Au départ, vous avez le stomodéum, c'est la bouche primitive. Ensuite, vous avez votre œsophage primitif, puis votre estomac primitif, puis le duodénum. On retient bien que l'estomac est dans le plan sagittal, comme tout le reste, mais lui en particulier, on le retient bien parce qu'il va y avoir un changement après. Ensuite, vous avez l'anse intestinale primitive, avec une branche crâniale ici et une branche caudale ici. Attention, la branche caudale présente le bourgeon sécal, retenez bien. Puis vous avez l'intestin terminal, qui est en lien avec le diverticule allantoïdien, c'est la petite partie jaune, qui, vous le verrez en embryologie, donnera la future vessie. Vous avez la masse cardiaque ici, vous avez donc cette masse qui se situe au-dessus du septum transversum, qui est l'ébauche du diaphragme thoraco-abdominal. Ensuite, vous avez votre foie qui se développe en regard du septum transversum et devant l'estomac et la rate. Ensuite, vous avez la rate qui se développe en arrière de l'estomac et du duodénum. Ensuite, vous avez votre aorte primitive qui va donner 3 artères à destination des viscères. Très important à retenir. Vous avez le tronc cœliaque, ici, qui est en regard de T12, la 12e côte thoracique, la 12e vertèbre thoracique, pardon, et en regard aussi de l'estomac, du coup. Elle va donner elle-même 3 artères qu'on reverra ensuite dans le cours. Ensuite, vous avez l'artère mésentérique supérieure qu'on voit sur ce schéma-là ici et puis qui est aussi sur ce schéma-là. Attention, elle est en regard, elle, de L1, en regard de l'anse intestinale primitive. Faites bien attention, elle va donner énormément d'artères collatérales pour la branche crâniale et beaucoup moins, vous voyez là, on a schématisé que 2, pour la branche caudale. Ensuite, vous avez l'artère mésentérique inférieure qui est juste là. Elle est en regard de L2, L3 et aussi du coup de l'intestin terminal, juste là. On va voir maintenant l'appareil péritonéal. Donc le péritoine, c'est une membrane qui ressemble à un vernis qui tapisse vos viscères et qui est composée de 2 feuillets en continuité. Ça, c'est une définition qu'il faudra savoir par cœur, mais qui sera précisée dans ma fiche. Toutes les définitions, vous les aurez bien écrites et vous aurez le temps de les apprendre. Le péritoine, donc les 2 feuillets en continuité, ce sont d'abord le péritoine pariétal qui tapisse la paroi. Et ensuite, vous avez le péritoine viscéral qui en fait est la même membrane mais qui change de nom quand elle rentre en contact avec vos viscères. Ici, vous voyez un espace qui en fait n'existe pas vraiment, c'est une cavité virtuelle. Ça, normalement, c'est un terme que vous connaissez. C'est la cavité péritonéale, parce qu'en fait, vos 2 péritoine pariétal et viscéral, dans la réalité des choses, ils sont collés. Ensuite, on va avoir une série de définitions qu'il faudra connaître par cœur. Premier terme, c'est méso. Donc un méso, c'est une formation péritonéale constituée de l'accollement de 2 feuillets de péritoine viscéral dans lequel se trouvent les vaisseaux destinés aux viscères. On a des mésos à plusieurs étages, mais ça je vais vous l'expliquer juste après. Deuxième définition, ligament. C'est un double accollement de péritoine qui relie 2 organes. Troisième définition, c'est un omentum. C'est une formation particulière qui réunit les viscères. Il
faudra en connaître deux, le petit omentum et le grand omentum. On va voir ça un peu plus tard dans le cours. Maintenant, on va se concentrer sur différents étages. On va commencer par l'étage du tronc cœliaque. C'est en T12, c'est là où se trouve notre estomac. Donc, petite définition encore, le mésogastre, c'est un double feuillet de péritoine viscéral qui est à l'étage du tronc cœliaque et qui entoure l'estomac. Alors, le mésogastre, il va véhiculer le tronc cœliaque et il va vasculariser notre tronc cœliaque va vasculariser notre foie, notre estomac et notre rate. Et en fait, ces artères vont passer à l'intérieur de notre méso. À l'étage de l'estomac, on a en avant le mésogastre ventral, qui s'appelle aussi le mésogastre antérieur, qui va contenir l'ébauche du foie. Ensuite, on a une petite partie qui est le ligament gastro-hépatique qui va relier donc deux organes qui sont l'estomac, gastro, et le foie, hépatique. L'intention est précisée dans le nom. Ensuite, on a également un mésogastre dorsal ou postérieur qui, lui, va contenir l'ébauche de la rate. On voit ici. Puis, vous avez une partie qui relie la rate à l'estomac, c'est le ligament gastro-splénique, gastro pareil, estomac, splénique, la rate. Ça, il faut bien retenez bien cette phrase, à l'étage du tronc cœliaque ou de l'estomac, on a un mésogastre ventral et un mésogastre dorsal. Ce qui n'est pas le cas de l'étage de l'artère mésentérique supérieure et de l'artère mésentérique inférieure. Je vous ai mis un schéma pour les deux parce qu'en réalité, ils se ressemblent énormément. Il y a quelques différences que je vais vous préciser. Donc là, faites ce schéma-là, il représente l'étage de l'artère mésentérique supérieure. Donc, on a ce qu'on appelle un mésentère, parce que entère, étymologiquement, ça veut dire intestin. Donc, c'est le méso de l'intestin. Le mésentère, c'est un double feuillet de péritoine viscéral à l'étage de l'anse intestinale primitive qui vient se réfléchir autour de l'intestin grêle. Et ensuite, il va rejoindre la paroi postérieure. Vous voyez bien une différence par rapport à l'étage du tronc cœliaque, c'est qu'on a un seul méso, parce qu'en fait, on a uniquement un méso dorsal qui le rattache à la paroi postérieure. On n'a surtout pas de méso ventral à l'étage de l'AMS et de l'AMI. Retenez bien, ça va tomber en QCM, c'est sûr, enfin du moins les miens. Ensuite, on va parler de l'étage de l'AMI au niveau de l'intestin terminal. En fait, le schéma est le même. Ce qui va changer, c'est que là, au lieu d'avoir l'anse intestinale primitive, on aura l'intestin terminal. Au lieu d'avoir le mésentère, on aura ce qu'on appelle le mésocolon, parce qu'on sera à l'étage du côlon. Le mésocolon, la définition, c'est un double feuillet de péritoine à l'étage de l'intestin terminal qui entoure le côlon, et pareil, qui rejoint la paroi postérieure. Encore une fois, on n'a pas de méso ventral au niveau de l'AMI. Ça, c'est vraiment des notions qu'il faut retenir parce que c'est possible que ça tombe le jour J. On avait vu que notre tube digestif, il était dans un plan sagittal et c'était juste un tube tout simple. Mais en fait, durant l'embryologie, il va y avoir des migrations qui vont ensuite donner l'organisation topographique finale. Donc, il faut différencier deux étages. Vous avez l'étage supramésocolique, ça veut dire que c'est au-dessus du côlon transverse. Et puis, vous avez l'étage inframésocolique. On va commencer par le dessus. À l'étage supramésocolique, on va avoir, ça c'est une phrase qu'il faut retenir, une rotation antihoraire autour d'un axe crânio-caudal. Crânio-caudal, ça veut dire de haut en bas. Enfin, voilà, vous imaginez. Donc en fait, vous imaginez que là c'est votre centre et qu'en fait ça tourne dans le sens anti-horaire autour de cet axe. Donc vous allez avoir une migration rapide de votre bourgeon hépatique qui va aller dans l'hypocondre droit. Voilà, il va faire ce trajet-là pour se retrouver dans l'hypocondre droit. Vous avez votre rate qui va le bourgeon de la rate qui va pareil migrer, mais dans l'autre sens, vers l'hypocondre gauche. Et elle va se retrouver là. Mais il faut retenir qu'on avait toujours ces ligaments, ces mésos qui étaient accrochés à nos organes, donc eux aussi ils vont migrer et ils vont changer de position.
Votre estomac, on rappelle qu'il était dans un axe, enfin qui était dans une position sagittale, il va changer et il va se mettre dans un plan frontal. C'est très important de retenir cette notion, ça va tomber. Hop, vous voyez qu'il était dans un plan sagittal et qui devient dans un plan frontal. Votre aorte, elle va pas migrer, elle va rester au même endroit. Avec ces déplacements de méso, on va former en fait une cavité, un petit diverticule dans la cavité péritonéale qu'on appellera la bourse mentale. Avant, ça s'appelait l'arrière-cavité des épiplombes, mais c'est pas quelque chose que vous devez non plus retenir. Dans ma fiche, je vous ai mis un schéma, un tableau qui va reprendre toutes ces migrations et vous l'apprendrez par cœur et ce sera pas très compliqué. Ensuite, au niveau de l'étage inframésocolique, on va avoir une série de 3 rotations de 90 degrés. Vous avez votre anse intestinale primitive qui est centrée sur l'artère, qui est centrée par l'artère mésentérique supérieure. Donc, il faut retenir que ce qui se passe à cet étage, c'est 3 rotations de 90 degrés dans le sens anti-horaire de l'axe constitué par l'artère mésentérique supérieure. On va prendre comme repère notre bourgeon sécal qui est ici. Au départ, il se situe dans l'hypogastre. Il fait une première rotation de 90 degrés et il va se trouver donc dans l'hypocondre gauche. Il fait une deuxième rotation de 90 degrés pour se retrouver dans l'hypocondre droit. Puis il fait une dernière rotation de 90 degrés toujours pour finir en fosse iliaque droite. Et puis après on se retrouve avec cette formation-là. Si vous êtes bien attentif, vous avez vu que la branche qui était au départ crâniale vers le haut, elle finit caudale. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut un peu comprendre, c'est que votre branche initialement crâniale va devenir caudale, et donc finalement, c'est la branche caudale qui est le plus irriguée, qui a le plus d'artères collatérales. Donc ça, c'est quelque chose qui sera bien précisé aussi dans ma fiche et que vous pourrez apprendre. Voilà, c'est tout pour ces petites rotations. Vous avez aussi des pathologies qu'il faudra apprendre. Par exemple, vous aurez chez certaines personnes une seule rotation ou 2 rotations chez quelqu'un et donc votre bourgeon sécal se trouvera pas au même endroit suivant les personnes s'il y a ces pathologies de la rotation. Mais ça, je vous demande pas de l'apprendre pour la tutre rentrée, vous aurez le temps de l'apprendre plus tard. Maintenant, c'en est fini de l'embryologie, on va voir définitivement comment s'organisent nos organes digestifs. Donc là, en fait, le prof vous montre un schéma comme si on ouvrait l'abdomen de quelqu'un. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des valves chirurgicales, c'est pour écarter en fait non seulement les côtes mais aussi la peau. Donc en fait, là ici on va voir le foie qui est normalement, je vous l'ai dit, est caché par les côtes. En fait, on a tiré les côtes avec les écarteurs. La rate aussi, normalement elle est cachée, mais on peut la voir grâce à ces écarteurs-là. Donc on va voir appendu au foie notre petite vésicule biliaire ici en vert. Ensuite on a notre estomac qui est normalement dans la région épigastrique. En arrière de l'estomac on voit la rate qui ressemble à un point fermé, qui a la taille et la forme d'un point fermé. C'est la métaphore qu'utilise le professeur. Puis ensuite on a une vaste nappe graisseuse qu'on appelle le grand omentum, qui recouvre les viscères de l'abdomen comme un peu un tablier et il est accroché, il est appendu à l'estomac. On a aussi le petit omentum qui est en fait appendu entre la vésicule biliaire et la petite courbure de l'estomac. Avant, c'était ce qu'on appelait le ligament gastro-hépatique, on l'a vu dans la diapo précédente. Et puis on peut voir aussi les reliefs du côlon transverse à travers le grand omentum, mais on ne le voit pas véritablement. Ensuite, le professeur nous dit on va voir ici un schéma comme si on avait soulevé le grand omentum, comme si on avait levé le drap. Du coup, on recouvre la partie du haut, mais on découvre la partie qui se trouve en dessous. On va distinguer le bloc duodéno-pancréatique, mais qui n'est pas schématisé ici, qu'on va revoir après. On voit notre intestin grêle, avec au début le duodénum, puis le jéjunum, puis l'iléon. Ça, c'est des parties qu'on va revoir un petit peu après.
Et puis, on va arriver à notre côlon. On va voir ce qu'on appelle le cécum. Le cécum, c'est un diverticule du côlon. Et puis après, vous avez appendu ce qu'on appelle l'appendice vermiforme. Vermiforme parce que ça veut dire, enfin, ça veut dire en forme de verre. Ça ressemble un petit peu à un petit ver de terre. Ensuite, donc tout ça, ça fait partie, c'est un diverticule du côlon droit, parce qu'il est à droite. On l'appelle aussi le côlon ascendant, parce qu'il monte vers le haut. Ensuite, vous avez l'angle colique droit. Ensuite, vous avez le côlon transverse, parce qu'il traverse l'abdomen. Vous avez l'angle colique gauche. Puis, vous avez le côlon descendant ou le côlon gauche. Ensuite, vous avez le côlon sigmoïde, parce qu'il fait en forme de sigma. Puis ensuite, vous avez le rectum et puis l'anus, qui est l'orifice cutané du tube digestif. Maintenant, on va s'intéresser à l'estomac, qui est un organe très important et il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc d'abord, on va parler de ses limites. L'estomac, il commence après l'œsophage abdominal et il se finit avec le pylore. Le pylore, il faut bien retenir, c'est le sphincter à la jonction entre l'estomac et le duodénum. C'est un épaississement palpable de la couche circulaire de la musculeuse. Ça permet en fait la régulation entre l'estomac et le duodénum. Parce que dans notre estomac aussi, il faut savoir qu'on a un pH très acide qui est aux alentours de 4. Et c'est ici que va se dérouler la première digestion chimique. On a plusieurs parties dans notre estomac. On a le fundus, qui est un endroit où il y a toujours de l'air. Normalement, dans notre estomac, c'est assez visible sur une radio. Je vous ai mis dans ma fiche, vous allez mieux comprendre. Ensuite, vous avez le corps, qui est la portion verticale de notre estomac. Puis, vous avez l'antre gastrique, qui est la portion horizontale de l'estomac. Ensuite, on va voir qu'il y a des couches dans notre estomac. Vous avez la couche muqueuse, qui est la plus profonde, elle est très solide parce qu'elle doit résister à notre pH acide, et on a des plis gastriques. Et dans ces plis, on a les cellules gastriques qui vont sécréter l'acide chlorhydrique pour la première digestion chimique. Ensuite, on a la couche sous-muqueuse, c'est dans cette couche-là que va circuler les veines, les artères, les lymphatiques. Il faut savoir aussi que notre estomac, c'est l'un des organes les plus vascularisés du corps humain, mais on va revoir la vascularisation de l'estomac juste après. Ensuite, on a ce qu'on appelle la couche musculeuse, qui est la plus superficielle. Dans l'estomac, on a 3 couches musculaires, tandis que dans tout le reste du tube digestif, on n'en a que 2. On en a une supplémentaire au niveau de l'estomac. Ce sera la dernière, la plus superficielle. Donc on a la couche circulaire, qui est la plus interne. On a la couche longitudinale, qui est intermédiaire. Et ensuite, on a une 3e couche supplémentaire au niveau de l'estomac, qui est la couche oblique externe. Ça, c'est particulier à l'estomac. Dans le reste du tube digestif, vous n'avez pas la couche verte, là. Et donc, vous avez une couche circulaire interne et une couche longitudinale qui sera externe, vu qu'il n'y en aura pas une autre supplémentaire. On a vu que l'estomac, c'était un organe qui était extrêmement vascularisé, donc on va détailler cette vascularisation. On est bien au niveau du tronc cœliaque, comme on l'a dit maintes et maintes fois, au niveau de T12. Notre tronc cœliaque, au bout de 1 à 2 cm, il va donner 3 artères principales. L'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. On va détailler tout ça. On a notre artère hépatique commune, elle va vasculariser le foie et elle prend ensuite le nom d'artère hépatique propre une fois qu'elle aura donné l'artère gastro-duodénale qui passe bien en arrière du D1, duodénum 1. C'est très important dans la pathologie que je vous épargne pour la pré-rentrée mais qu'il faudra savoir pour l'examen. Voilà, donc artère hépatique commune, elle donne le gastro-duodénal et devient artère hépatique propre. Ensuite, notre artère gastrique gauche, elle va vasculariser la jonction œsogastrique et le reste de notre estomac. Elle va donner 2 branches, une qui va irriguer la petite courbure par l'avant et une qui va irriguer également la petite courbure mais en arrière. Elle va donner aussi une branche
œsocardiotubérositaire juste là. On va voir ce qu'on appelle le cercle artériel de la petite courbure qui est formé par l'union, l'anastomose de plusieurs artères. Entre la branche en avant et la branche en arrière de l'artère gastrique gauche et l'artère gastrique droite. Et ça va nous donner plein de petits vaisseaux droits réguliers. Il y en a à peu près un tous les centimètres. Et c'est, voilà, on récapitule, l'artère gastrique gauche, celle qui passe en avant, celle qui passe en arrière, et l'artère gastrique droite qui vont s'anastomoser, qui vont fusionner, qui vont s'unir pour former le cercle artériel de la petite courbure. Ensuite, parlons de l'artère splénique. C'est une artère qui passe en arrière de l'estomac, qui est extrêmement sinueuse. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Elle longe le bord supérieur du pancréas et elle va donner l'artère gastrique postérieure qui va irriguer la partie postérieure de notre estomac. Ensuite, elle va donner des vaisseaux droits à la fin, des vaisseaux, ce qu'on appelle les vaisseaux courts. Il y en a 5 représentés ici. Et elle va donner ensuite l'artère gastro-omentale gauche. Ensuite, on va voir le cercle artériel du coup de la grande courbure. Encore une fois, c'est le fruit d'une anastomose, d'une union, d'une fusion entre des artères. C'est l'union entre l'artère gastro-omentale droite qui provient de l'artère gastro-duodénale et notre artère gastro-omentale gauche. Pareil, ce cercle artériel de la grande courbure va donner plein de vaisseaux droits, réguliers, tous les centimètres aussi. Ça, c'est assez dur de vous l'expliquer comme ça en vidéo, mais je vous le dis sincèrement, vous collez le schéma quelque part, vous l'apprenez par cœur, puis ce sera bien plus facile. On a parlé au tout début du diaphragme thoraco-abdominal, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. On avait dit que c'était une double coupole asymétrique et que la coupole droite était plus haute que la coupole gauche de 2 travers de doigts. Ensuite, là, on va voir qu'en fait, il y a 2 portions, 2 parties à notre diaphragme thoraco-abdominal. On a une partie verticale qui s'appelle aussi la pente diaphragmatique. Elle se raccroche au niveau de T12, la 12e vertèbre thoracique. Puis on a une partie horizontale qui, elle, se projette au niveau de T8. Et l'espace, là, entre notre rachis et notre diaphragme, c'est l'espace inframédiastinal postérieur. Maintenant, on va s'intéresser à une vue supérieure de notre diaphragme. Attention, petit piège, petit truc auquel il faut faire attention. Avant, on regardait les choses par le bas. On l'a vu en intro de l'anatomie, comme un scanner. Du coup, les sens étaient inversés. Mais là, vu qu'on regarde vers le haut, ici, c'est bel et bien le côté droit. Ici, c'est bel et bien le côté gauche. Ne vous faites pas avoir. Reprenons. Donc, on a deux parties au niveau de notre portion horizontale. On a ce qu'on appelle le centre phrénique, c'est la partie centrale. Il a une forme de trèfle à 3 folioles, à 3 feuilles. On a une foliole antérieure, une foliole droite et une foliole gauche. C'est une partie qui est fibreuse, qui est immobile. C'est au niveau de cette partie-là que va être accroché notre cœur et notre péricarde. Vous imaginez bien que le diaphragme thoraco-abdominal, on l'a dit, c'est le muscle de la respiration. Heureusement que notre cœur ne bouge pas à chaque inspiration. Sinon, on ferait des arrêts cardiaques. C'est pas très cool. Ensuite, on a une partie périphérique qui est composée de plusieurs parties de 3. On a une portion sternale. Cette partie périphérique là, elle est charnue et c'est elle qui va être mobile, c'est elle qui va bouger quand on va inspirer. Quand on va inspirer, notre partie musculaire va se contracter et donc il va baisser notre diaphragme et donc nos poumons pourront prendre plus de place, pourront se gonfler dans notre thorax. Reprenons. Donc la partie sternale, c'est la partie en violet ici. Elle se tend entre la foliole antérieure et l'axiphoïde. Ensuite, on a la partie costale qui, elle, va s'insérer sur les ligaments intercostaux et sur nos folioles, ici, sur notre centre phrénique. Ensuite, vous avez la partie lombale
qui elle va s'étendre entre le centre phrénique et notre rachis lombal. On va voir aussi qu'il y a des hiatus. Hiatus, c'est le mot pour dire un orifice, un trou dans lequel passe quelque chose. Ici, en l'occurrence, on a l'orifice, le hiatus, l'orifice de la veine cave inférieure, ou on l'appelle aussi l'orifice quadrilatère. Ça va être au niveau de la foliole droite. C'est là-dedans que va passer la veine cave inférieure. Elle va remonter vers le cœur et elle se projette ce hiatus, il se projette au niveau de T9. Ensuite, on va avoir un autre hiatus, le hiatus aortique, qui lui est au niveau de T12. Donc en fait, notre aorte, au départ, elle est thoracique. Elle passe ce hiatus-là, ça devient l'aorte abdominale. Parce qu'on a vu que c'était le diaphragme thoraco-abdominal qui séparait notre tronc, le thorax étant au-dessus du DTA et l'abdomen étant en dessous. Donc on passe de aorte thoracique à aorte abdominale au niveau de T12. On a un autre hiatus qui est le hiatus œsophagien qui lui est en regard de T10. Et pareil, on a un œsophage thoracique. Quand ça passe ce hiatus-là, ça devient l'œsophage abdominal au niveau de T10. Retenez hiatus veine cave inférieure T9, hiatus œsophagien T10, hiatus aortique T12. Maintenant, accrochez-vous bien, cette partie elle est un peu compliquée. Donc maintenant on va voir une vue antérieure de diaphragme thoraco-abdominal. On va voir qu'on a des piliers fibreux et des piliers musculaires. On va commencer par les piliers fibreux. Au centre, on a notre ligament arqué médian. Retenez bien médian, vous allez voir le piège après. Vous avez un pilier droit qui s'insère plus bas que le pilier gauche. Vous voyez la différence. Pilier droit, il fait L1, L2, L3. Pilier gauche, il fait L1, L2. Il va pas aussi bas. Ce ligament, en fait, va former le hiatus aortique. Vous voyez que l'aorte passe dedans. On l'a vu, le hiatus aortique juste avant. Ces piliers fibreux vont faire des expansions qu'on ne voit pas sur ce schéma-là, malheureusement, mais qui est précisé dans ma fiche. Et ça a formé le lit fibreux de l'aorte. Ensuite, on a le ligament arqué médial. À ne pas confondre avec le ligament arqué médian. Ça tombera en piège QCM, c'est une certitude. Du moins ceux du tutorat. Là, le ligament arqué médial, qui est aussi appelé arcade du psoas, parce qu'on a le muscle psoas qui passe juste en dessous. C'est un muscle creux, fusiforme, qui sert de haubans du rachis. En fait, quand vous levez la jambe, c'est lui qui va tirer. Quand vous montez les escaliers, c'est lui que vous faites travailler. Ensuite, on va voir Non, il faut préciser aussi que le ligament arqué médial s'insère sur notre ligament arqué médian jusqu'au processus costiforme de L1. On voit là le petit bout de processus de notre côte. Il s'insère là-dessus. Ensuite, on a le ligament arqué latéral, qui est juste là, qui lui s'appelle aussi arcade du carré des lombes, parce qu'on a le muscle carré des lombes qui passe également en dessous. Et lui, il s'insère sur le processus costiforme de L1 jusqu'à notre 12e côte, enfin jusqu'au sommet de la 12e côte. Ensuite, on va voir les ligaments intercostaux, on en a 2. Et eux, on les appelle aussi les arcades de Sénac. Essayez de retenir les noms propres parce que ça peut tomber en examen et du coup si vous avez un seul nom sur les deux, vous ne saurez pas de quoi on parle. Donc faites bien attention. Ensuite, on va parler des piliers musculaires du diaphragme thoraco-abdominal. C'est la petite boucle ici en rose. On a 2 piliers, un pilier musculaire droit qui s'insère sur le pilier fibreux droit et un pilier musculaire gauche qui s'insère également sur le pilier fibreux droit, mais il s'insère derrière notre pilier musculaire droit. Je répète, on a notre pilier musculaire droit qui fait ça devient notre pilier musculaire gauche, et le pilier musculaire gauche s'insère derrière notre pilier musculaire droit sur le pilier fibreux droit. J'espère que c'est clair. De toute façon, c'est écrit sur la fiche. C'est sûr qu'à l'oral, comme ça, je vais peut-être un peu vite.
mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, vous voyez également notre centre phrénique qui est en vert, c'est la portion horizontale fibreuse. Puis vous voyez aussi notre hiatus de la veine cave, notre orifice quadrilatère. Vous voyez les parties charnues juste là. Étudiez un peu le schéma sur ma fiche, il y a tout qui est précisé. Vous verrez. Maintenant, pour ce qui est des muscles de la paroi de l'abdomen, je vous ai parlé un peu du psoas, c'est un muscle creux, fusiforme, c'est le hauban du rachis et il passe sous notre ligament arqué médial. Ensuite, vous avez le muscle carré des lombes qui passe sous le ligament arqué latéral et qui a des insertions. Son insertion proximale, c'est-à-dire vers le haut, c'est le bord inférieur de la 12e côte et l'insertion distale, c'est la crête iliaque. C'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant. Maintenant, on va parler de la jonction œsogastrique, donc la jonction entre l'œsophage et notre estomac. Je vous ai mis ce petit schéma-là parce qu'en fait, ça se situe ici. Vous avez le hiatus œsophagien. En fait, c'est ici, au travers des piliers musculaires du diaphragme. Donc au niveau, on rappelle le hiatus œsophagien T10. Et vous avez l'œsophage au début qui est thoracique, qui traverse et qui devient abdominal au bout de 2-3 cm. Pour éviter qu'on ait des reflux gastro-œsophagiens, même si c'est physiologique, hein, on a tous plus ou moins des reflux, pour éviter que ça devienne pathologique, on a 5 facteurs de continence cardiale. Parce qu'en fait, cette région-là, notre jonction œsogastrique, c'est ce qu'on appelle la région du cardia. Donc c'est la continence cardiale, attention, pas la continence cardiaque. Peut-être que j'aurais envie de vous mettre ce petit piège dans certains QCM pour bien faire attention, pour bien lire l'énoncé. Donc on a 5 facteurs. Premier facteur, c'est l'angle de His. L'angle de His, il se situe entre le bord gauche de l'œsophage et le bord droite de la grosse tubérosité gastrique. C'est ça la grosse tubérosité gastrique. Faites bien attention à bord droit, bord gauche, œsophage, estomac. Je pense que le piège peut tomber. Donc ça, c'est notre angle de His. C'est l'angle qui existe ici. Et ça fait un peu un effet clapé pour éviter les remontées acides. On a aussi ce qu'on appelle le pli cardial ou la valve de Gubarov. C'est ce qui est en violet là. C'est le prolongement muqueux qui va former une valve et en fait son action elle se complète avec l'angle de His. Les deux forment plus ou moins un clapet qui va se fermer pour éviter les remontées de l'estomac vers l'œsophage. Ensuite, on a ce qu'on appelle le sphincter inférieur de l'œsophage. C'est ce qui est en rouge ici. Faites bien attention à ne pas confondre avec le pylore. On l'a vu au début, le pylore, c'était le sphincter ici qui était un épaississement palpable de la couche circulaire de la musculeuse. Ici, attention, ne confondez surtout pas. Le sphincter inférieur de l'œsophage, il n'est pas palpable. Il n'y a pas d'épaississement palpable ici de la couche. C'est des fibres musculaires qui forment ce sphincter, mais c'est pas palpable. Ça marche sous forme de pression négative qu'on peut mesurer avec un manomètre œsophagien, mais retenez bien qu'il n'y a pas un épaississement palpable. Surtout, par pitié, retenez-le. Ensuite, on a le 4e facteur qui est la 3e couche oblique de la musculeuse. On a vu quand on parlait de l'estomac, le fait d'avoir cette couche-là, ça va permettre d'avoir une anatomie particulière dans la région du cardia. Ensuite, notre 5e facteur, c'est la position intra-abdominale de la jonction. En fait, le fait qu'on soit sous notre diaphragme thoraco-abdominal, ça veut dire qu'on a une pression positive élevée. En fait, la pression thoracique, elle est négative. Et la pression abdominale, elle est très positive, élevée. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fournit un effort ou qu'on inspire, on a la pression abdominale qui augmente. L'estomac et les autres organes, en fait, ils ont tendance à remonter à travers le hiatus œsophagien. Et donc, il y a tout le temps une balance entre il y a une balance thoraco-abdominale de pression positive. Et ça, en fait, ça permet... c'est un facteur qui permet de contenir notre
notre contenu gastrique, si je puis me permettre. Vous avez plein de pathologies ici qu'on reverra plus tard. Pour l'instant, pour la pré-rentrée, ça suffit. C'est bientôt fini pour la partie 1, je vous promets, mais il reste un organe, l'intestin grêle, qui n'est pas des moindres. On va commencer par notre duodénum, donc qui fait suite à l'estomac au niveau du pylore. On a 4 parties à ce duodénum. On a D1. Ici, on a le genu superius, c'est un angle. Ensuite, on a le D2. Alors, D1, il est horizontal. Ensuite, on a D2 qui est vertical. On a genu inferius, qui est aussi un angle. Ensuite, vous avez D3 qui est horizontal. Et ensuite, vous avez D4, ici, qui est suivi par l'angle duodénopancréatique, qui est aussi appelé angle de Tretz. Retenez bien les noms, toujours je vous ai dit. Et ensuite, on a la suite de notre intestin grêle. Il faut savoir que l'intestin grêle, il mesure environ 6 mètres. Mais en fait, c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Ça peut aller de 3 jusqu'à 10 mètres. Ensuite, on va voir que il y a 2 parties à l'intestin grêle qui suivent le duodénum. On a le jéjunum, qui a des anses qui sont orientées de manière horizontale. Le jéjunum possède des anses horizontales, c'est super important, il faut le retenir. Ensuite suit l'iléon qui, lui, a des anses verticales. En fait, si vous déroulez votre intestin, vous le sortez de quelqu'un, vous n'allez pas voir anatomiquement une différence entre le jéjunum et l'iléon. Je veux dire, c'est le même tube, il n'y a pas de section. La seule chose qui va nous permettre de le différencier, surtout en radiologie aussi, c'est l'orientation de ces anses. On va avoir aussi une diminution de la lumière intestinale. Au début, on est vers 3 cm, puis ensuite on sera vers 1 cm. C'est-à-dire que par exemple, le prof prend cet exemple-là, si vous ingérez une balle de ping-pong, MDR qui mange une balle de ping-pong, mais bref, elle va passer dans le elle va passer dans l'œsophage, l'estomac, le duodénum, le jéjunum, tout va bien, puis elle va rester coincée au niveau de l'iléon, parce qu'on sera vers 1 cm. Ça, faut bien retenir. Ensuite, on va voir un peu la structure de notre intestin grêle. Ça va être un gros tube lisse, un peu comme un tuyau d'arrosage, et on va voir plusieurs couches. On avait dit que dans tout le tube digestif, on avait des couches et que dans l'estomac c'était un peu particulier, on va reprendre ça. On a toujours une muqueuse qui possède énormément de plis muqueux, énormément de villosité au niveau de l'intestin parce qu'il faut absorber les nutriments. Donc là vous allez avoir pas mal de plis en fait qui vont augmenter la surface d'absorption. Ensuite vous avez la couche sous-muqueuse où il y a toujours pareil les artères, les veines et les lymphatiques comme d'hab. Puis vous avez la couche musculaire qui ne possède que 2 couches. On l'a vu, je vous l'ai bien répété tout à l'heure. On a la couche circulaire interne et la couche longitudinale externe. Voilà, interne elle est circulaire comme ça, longitudinale externe. Ensuite, on a autour le mésentère. On l'a vu tout au début dans l'embryologie, c'est ce double accolement de péritoine dans lequel circulent nos artères pour irriguer notre intestin. On va voir qu'il y a 2 bords. Il y a un bord mésentérique qui est celui qui est là où s'insère notre mésentère et il fait face à la paroi postérieure de notre abdomen. Et ensuite, puisqu'on a vu que c'était un méso, au départ, un méso dorsal qui s'accroche vers la paroi postérieure. Donc ça, c'est notre bord mésentérique ici. Ensuite, on a le bord anti-mésentérique, c'est le côté opposé à l'insertion et ça fait face à la paroi antérieure de notre abdomen. Et c'est sur ce bord anti-mésentérique qu'on retrouve les amas lymphoïdes qui sont aussi appelés les plaques de Peyers. Petit instant patho, même si j'ai dit que j'en parlais pas trop, c'est quand vous attrapez la typhoïde ou la salmonelle, en fait c'est ces plaques-là qui vont s'infecter et c'est là qu'on aura un problème. Ensuite, là, le point de McBurney, en fait, quand vous avez une appendicite, normalement, c'est ici que vous aurez mal. C'est là, en fait, ce point de McBurney, c'est la projection cutanée de plusieurs choses, des dernières anses intestinales, parce qu'en fait, notre
iléon, il va se terminer, il va s'aboucher ensuite au côlon. On voit là, notre iléon, il va s'aboucher au niveau du sécom. Donc c'est aussi la jonction entre l'iléon et le sécom, la jonction iléo-sécale. Et c'est là où se situe plus en profondeur notre sécom et notre appendice. Ce point de McBurney, en fait, on le repère en tirant un trait entre notre ombilic et notre épiniliaque antéro-supérieur. Ce segment-là, on le sépare en trois. On a un tiers externe, un tiers moyen, un tiers interne. Et c'est le point entre le tiers externe et le tiers moyen. C'est comme ça qu'on repère un peu notre point de McBurney. Petit instant mémotechnique pas très raffiné, mais merci Victor, le tuto de l'année dernière. Pour pas, on retient McBurney, parce qu'il y aura un autre point qu'il faudra retenir, parce qu'il est au niveau des burnes, des corones, et du coup c'est celui qui est en bas, parce qu'on aura un autre point qu'il faudra retenir, qui se situera en haut, avec lequel il ne faudra pas le confondre. Promis, il reste pas beaucoup de choses, là c'est bientôt la fin. On a dit qu'il y avait 3 artères principales à destination des viscères, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Là, l'artère mésentérique supérieure, elle va irriguer cette partie-là, donc l'intestin. Et un petit peu le sécom et le côlon droit. On va voir que notre bord gauche de l'artère mésentérique supérieure, elle va donner entre 10 à 11 branches. Ce réseau, il va être anastomotique, c'est-à-dire qu'on aura plein de fusions entre nos artères. On aura des astomoses de premier ordre, de deuxième et de troisième ordre. Retenez, plein de fusions, plein d'unions, très vascularisées. Parce qu'effectivement, il faut beaucoup d'artères pour pouvoir nourrir notre intestin et puis pour pouvoir récupérer pas mal de nutriments. Donc, on aura des petits vaisseaux courts, droits, tous les centimètres. Et on aura une arcade bordante là qui finira en fait toutes ces anastomoses, qui va border, d'où son nom, tout notre intestin. Ensuite, on a le bord droit de l'artère mésentérique supérieure qui va nous donner 3 artères. On va avoir l'artère iléocolique droite ou avant qui s'appelait l'artère iléo-biséco-colo-appendiculaire. Ça a l'air un nom un peu barbare comme ça, mais moi je retenais ce nom-là parce que ça permet de savoir quelle branche elle donne. Branche iléo parce qu'elle va nourrir, irriguer notre iléon. Pourquoi branche biséco? Parce qu'on aura 2 artères pour notre sécom. Ensuite, colo, parce qu'il y aura une artère pour le côlon. Et appendiculaire, parce qu'il y aura des artères pour l'appendice. Voilà, ça permet de savoir un peu où elle se situe. Donc il y aura 5 branches terminales, iléo, biséco 2, colo 1, appendiculaire 5. Donc retenez, c'est le vieux nom, le nom qui est très long, mais moi je retenais les deux parce que ça permet de savoir quelle branche elle va donner. Ensuite, donc ça c'est la première artère du bord droit. Ensuite on a l'artère colique angulaire qui vascularise l'angle colique droit. Puis vous avez l'artère colica média qui elle va vasculariser la partie droite du côlon transverse. Ensuite vous avez l'arcade de Riolan qui va relier notre artère mésentérique supérieure à notre artère mésentérique inférieure. Voilà, on peut passer à la fin là. Donc voilà, c'était la partie 1 du digestif. Je sais que c'est vraiment des cours qui sont très denses. Vous voyez là, ça a duré une 50aine de minutes et vous avez vraiment beaucoup d'informations et je vous ai fait grâce des pathologies. C'est pour ça qu'on vous fait ces cours très denses à la tutre rentrée, c'est pour que vous ayez le temps de vous familiariser avec toutes ces notions. Les pathologies, c'est vraiment très important de les apprendre, mais je préfère que vous connaissiez déjà les notions qui sont basiques, la physiologie, et après on intégrera les pathologies au fur et à mesure. Mais si déjà vous avez ça en tête, c'est déjà super, c'est déjà très bien. Et puis on se revoit pour la partie 2. J'espère que vous avez aimé le digestif, parce que c'est un cours qui est super important et qui est super intéressant en plus. Donc j'espère que vous avez kiffé.